Bon, mesdames et messieurs, bonjour, donc c'est l'heure. Merci de votre présence pour cette série de cours. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet autour des polymersomes. C'est un terme que j'ai commencé à aborder dans les cours précédents. Je vais vous expliquer ce que c'est et comment on va pouvoir aller de ces vésicules polymères, qu'on appelle ces polymersomes, à des cellules artificielles. Donc on va faire une transition en fait, là, vers les thématiques qu'on va aborder. Et l'objectif, c'est de ces cellules artificielles, donc je vais essayer de vous expliquer un peu le contexte, c'est à la fois de comprendre, enfin de mimer le vivant, pardon, pour à la fois le comprendre, mais aussi, sur une vision un peu plus long terme, d'essayer d'utiliser cette compréhension pour développer des systèmes qui pourraient permettre de le soigner. Donc là, on est sur une vision effectivement un peu plus long terme que ce qu'on a abordé jusqu'à maintenant. Donc dans la série de cours, on est ici aujourd'hui. Et donc je vais avoir le plaisir d'accueillir Laetitia Pontani et Nicolas Martin qui vont venir donner un éclairage plus spécifique sur ces cellules artificielles, à la fois sur une compréhension physique et aussi sur des différentes utilisations potentielles de ces différents systèmes, avec finalement d'autres outils que sont les outils de polymères ou de vésicules polymères que l'on utilise, parce qu'on a besoin d'une toolbox, d'une boîte à outils qui est extrêmement importante pour pouvoir apporter cette compréhension sur des systèmes aussi complexes que peuvent être une cellule. Donc j'aurai le plaisir de les accueillir et les introduire un petit peu plus tard. Donc je vais repartir sur quelques définitions, comme je démarre souvent. Donc les polymersomes, alors c'est un terme qui est né, je vais vous en parler dans quelques instants, qui est né il y a finalement un peu plus d'une vingtaine d'années. Et cette définition, on la trouve aujourd'hui dans le dictionnaire de l'Académie nationale de médecine. Et en gros, c'est un nom masculin, mais qui décrit une vésicule artificielle. Ces vésicules artificielles représentent un cœur à queue, dans lequel on est capable d'encapsuler différentes molécules, alors molécules ou macromolécules, puisqu'on va retrouver des médicaments, des enzymes, des protéines, des peptides, ainsi que de l'ADN ou de l'ARN. Et puis ce qu'on vous dit, c'est que ces polymersomes, ils présentent une stabilité accrue et une perméabilité réduite par rapport à des analogues faits avec des petites molécules qu'on appelle les liposomes. Donc c'est la description principale. Et une autre utilisation, vous voyez, c'est d'aller vers des nanoréacteurs. C'est finalement un peu tout ce qu'on va décrire aujourd'hui dans l'utilisation de ce genre de système. Alors un autre point clé dans ce que je vais décrire, c'est on a besoin de compartimenter. Ça, c'est ce qu'on va retrouver dans les systèmes vivants. Compartimenter, ça veut dire, en gros, cloisonner, séparer les différentes espèces. Et si on regarde dans un contexte de compartimentation cellulaire, eh bien, on va retrouver une définition qu'on trouve ici dans Wikipédia, que j'aime pas trop, mais je l'ai quand même indiqué, parce qu'on trouve beaucoup de choses quand on va taper sur le web. Je l'aime pas trop parce qu'elle n'est pas exhaustive, en fait. Et on décrit ces compartiments comme des différents compartiments. Enfin, tous les compartiments, en gros, sont décrits comme étant séparés par une membrane. Donc, c'est ce qu'on a dans le noyau. C'est ce qu'on a dans la mitochondrie qui va produire l'énergie ou dans le chloroplaste. Donc on a toujours une membrane correspondante. Et puis on vous dit que chaque type d'organite, donc chaque type de ces compartiments intracellulaires, est défini comme un compartiment, sauf le cytosol, qui lui est un compartiment à part entière. Mais en fait, on sait aujourd'hui qu'il y a des choses qui se passent dans le cytosol. Il y a aussi des phénomènes de compartimentation dans le cytosol où il n'y a pas de membrane. Et donc c'est là où cette définition n'est pas tout à fait exhaustive. Et je pense que c'est des sujets qui seront abordés par mes collègues un petit peu après. Donc je raborderai ces notions d'ailleurs dans le cours prochain. Donc c'est une introduction un peu générale que je présente ici. Alors si on regarde ces compartiments ou ces vésicules, puisque c'est un des éléments clés sur lequel on va discuter, en fait ces vésicules ont d'abord une pertinence dans un contexte qui est un contexte de vectorisation, ou en anglais de drug delivery system. Donc on veut vectoriser un actif et on va utiliser comme ça une particule qui va véhiculer dans le corps humain ou dans une cellule un actif donné. C'est des choses qu'on a déjà abordées. On va retrouver différents types de nanoparticules. Ces nanoparticules, d'abord en termes de composition, peuvent être à base de polymères, peuvent être à base de matériaux inorganiques ou à base de systèmes lipidiques. Et ces systèmes lipidiques, ça peut être des émulsions, des nanoparticules lipidiques, donc ça, la vaccination Covid, ça ressemble beaucoup à ça, et puis des liposomes, qu'on connaît depuis très longtemps. On va retrouver aussi des particules analogues aux liposomes, ici, dont on appelle une vésicule, qui est constituée d'une bicouche qui contient un cœur à queue dans un milieu aqueux, et cette bicouche étant une barrière hydrophobe. On va retrouver la même chose fait avec des polymères.
Donc c'est ce qu'on appelle les liposomes ici, les polymersomes ici. Et ces structures présentent un intérêt particulier. Alors vous voyez ce transparent, je ne vais pas le décrire de façon exhaustive, mais il y a des avantages et des inconvénients dans chacune de ces technologies. Il n'y a pas un système génial qui va résoudre tous les problèmes que l'on a en termes de vectorisation. Certains sont très stables, d'autres sont moins stables, certains sont dégradables, d'autres ne sont pas dégradables. Certains peuvent être très fonctionnels ici en termes de propriétés physiques par exemple, mais ont des problèmes de toxicité qui limitent leur utilisation. Donc on ne peut pas tout faire avec ces différents systèmes et donc on a besoin en fonction de ce qu'on va chercher à faire eh bien, de ces différentes classes de matériaux. Et je reviendrai hein, sur le besoin et la nécessité d'utiliser différentes classes de molécules, ou de macromolécules ou de matériaux pour résoudre ces problèmes biologiques. Alors si on se focus sur les systèmes à base de vésicules, eh bien, on va retrouver un grand nombre. Et dès lors qu'on a un constituant qui forme une vésicule, on appelle ça un blablasome. Alors j'aime ce terme blablasome, c'est le blabla qui est devant en fait. Si j'ai un lipide, j'appelle ça un liposome. Si j'ai un polymère, je vais appeler ça un polymersome. Si j'ai un colloïde pour former ma bicouche ou mon interface, je vais appeler ça un colloïdosome. Si j'ai une structure protéique, j'appellerai ça un protéinosome, un dendrimère, un dendrosome. Et une capsule, j'appelle ça un capsosome. Donc il y a toute une zoologie de vésicules, parce que la caractéristique commune à tous ces systèmes, c'est que vous avez un compartiment à queue qui va pouvoir contenir des espèces hydrosolubles séparées par une interface dans un milieu à queue. D'accord ? Et donc ces blablasomes ont tous cette même caractéristique. Ce qui diffère, c'est l'interface. Qu'est-ce que je mets à l'interface qui va conférer différentes propriétés à cette interface. Et cette interface, elle est fondamentale, on va en rediscuter dans les transparents qui viennent, parce que, en gros, c'est ce qui va séparer l'intérieur de l'extérieur. D'accord ? Exactement comme dans une cellule, on a une interface qui sépare l'intérieur de la cellule de l'extérieur de la cellule. Et puis il y a des choses qui passent entre les deux. Donc on a besoin de cette communication. Et donc les propriétés, quelque part, de cette interface sont fondamentales. Et c'est pour ça que tous ces systèmes ont été développés. Alors on va se focaliser un petit peu plus sur ces deux éléments-là, qui sont finalement les deux éléments les plus couramment utilisés, et surtout les systèmes à base de lipides qui ont été les premiers qui ont été mis au point et développés. Donc si on repart un peu sur l'historique et la découverte de ces structures de liposomes, donc vous retrouvez ici une bicouche, donc les parties roses sont les parties polaires, hydrosolubles, les parties noires ici sont les parties hydrophobes, donc qui vont chercher à se protéger de l'interaction avec l'eau. On forme spontanément cette bicouche qui contient de l'eau à l'intérieur et de l'eau à l'extérieur. Ces vésicules ici peuvent être petites ou grandes. Alors, quand je dis petites ou grandes, ça veut dire quelques dizaines de nanomètres de diamètre jusqu'à plusieurs centaines de micromètres de diamètre, donc avec des dimensions différentes, en fonction de ce qu'on veut en faire. D'accord ? Et puis, la découverte de ces liposomes date d'un certain nombre d'années. Vous voyez, on est à 60 ans de découverte de ces systèmes aujourd'hui. Et la découverte, en fait, on la doit au professeur Alec Bangham en Angleterre, et ce gentleman, en fait, avait pour motivation, dans le développement de ces systèmes, de développer un système modèle pour comprendre la diffusion ionique à travers une membrane. Donc la motivation, elle était vraiment, quelque part, physique ou biophysique, d'accord ? Et d'établir, finalement, un modèle membranaire pour comprendre la diffusion ionique à travers cette membrane. Aujourd'hui, on connaît l'utilisation des liposomes, donc il y a eu de nombreux travaux dans ce domaine-là, et aujourd'hui, en tout cas 30 ans après, on a un premier produit pharmaceutique qui a été développé, donc à une échelle ici nanométrique, enfin de quelques centaines de nanomètres, puisque là, ces liposomes font à peu près 100 nanomètres de diamètre, qui contiennent une drogue qui est un agent anticancéreux, qu'on appelle le Doxil, l'agent anticancéreux étant la doxorubicine, qui est utilisé donc, dans le traitement anticancer. Donc, vous voyez, l'idée initiale, c'était de comprendre en fait, un phénomène, ou de développer un phénomène de membrane simplifiée, et derrière l'utilisation, on va le retrouver dans le domaine biomédical. Et en fait, ces deux domaines sont deux domaines sur lesquels je vais jongler, en fait, puisque on apprend de l'un vers l'autre ou réciproquement en développant ce genre de système. Les analogues, maintenant à base de polymères, eux, ont été découverts. Les premiers exemples dans la littérature, on les voit 30 ans après, sans leur donner vraiment un nom. Et c'est quelque part une structure qui a été observée de façon un peu anecdotique dans ces deux papiers précurseurs dans les groupes d'Eisenberg et de Bertmeyer en Hollande, Eisenberg au Canada. Les caractéristiques sont très identiques. Les dimensions globales sont les mêmes,
les propriétés sont très proches. La grosse différence ici, vous voyez, c'est l'épaisseur de la membrane, parce que là, on utilise des petites molécules, des lipides. Ici, on utilise des grandes molécules, des macromolécules, des polymères, qui vont conduire à des épaisseurs qui vont être plus importantes, parce que la molécule est plus grande, qui va former l'interface. Le terme polymersome, en fait, est né en 99, donc 4 années après, et c'est à partir de ce moment-là où vraiment l'intérêt sur les vésicules polymères, ou les polymersomes, a commencé à se développer et à croître. Alors, pourquoi c'est si important de contrôler l'épaisseur membranaire? Eh bien, si on regarde effectivement la structure de cette vésicule, on a un lumen ou une partie centrale ici hydrophile dans l'eau séparée par une interface. Et cette interface ici va jouer justement sur toutes les propriétés physiques de membrane. Et si on regarde comment on peut faire évoluer cette épaisseur de membrane, eh bien, on voit que cette épaisseur de membrane, si on part des systèmes à base de lipides, typiquement les chaînes carbonées constituant les lipides vont être composées entre des chaînes qui vont de C12 à C20 ou de C6 à C20, pas beaucoup plus. Et si on veut augmenter cette épaisseur, eh bien, on va faire des macromolécules, on va faire des polymères, et on va tout simplement augmenter l'épaisseur de la bicouche. Maintenant, cette épaisseur de la bicouche ici qu'on appelle D, eh bien, elle est proportionnelle à la masse molaire du polymère, avec ce qu'on appelle une loi d'échelle. Donc c'est un coefficient de proportionnalité, puisqu'on vous dit que l'épaisseur membranaire évolue comme la racine carrée, à peu près la racine carrée de la masse molaire de la macromolécule, de la molécule que vous allez utiliser. Donc ça veut dire en gros qu'on peut savoir, prédire cette dimension caractéristique par rapport à la chimie qu'on va prendre, par rapport au polymère que l'on va designer. Et cette loi d'échelle, elle est réelle, elle a été vérifiée expérimentalement par différents auteurs, y compris notre groupe, où on peut voir ici sur une série de polymères qui ont la même composition, donc la même balance hydrophile-hydrophobe pour faire des bicouches, on peut voir que cette épaisseur membranaire évolue comme à peu près le même coefficient que l'on a d'un point de vue théorique. Les chaînes étant un peu étirées par rapport à des chaînes non étirées où on aurait une racine carrée stricte. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, si on regarde les propriétés physiques de la membrane, eh bien, on voit qu'à peu près toutes les propriétés physiques de la membrane évoluent comme en fonction de l'épaisseur, à nouveau, avec un coefficient. Donc, à nouveau, c'est une loi d'échelle. Donc, que ce soit les propriétés mécaniques, les propriétés de mobilité au sein de la membrane, et puis les propriétés de perméabilité. Et on va se focaliser en fait sur ces propriétés-là, parce que c'est une des propriétés importantes si on veut encapsuler quelque chose et libérer quelque chose. Donc ça veut dire quoi, tout ça, qui semble peut-être un peu compliqué en apparence, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, on va pouvoir utiliser la connaissance des lois d'échelle de la physique des polymères, qui vous prédisent en fait une propriété par rapport à une caractéristique moléculaire, qui sont générales à tous les polymères, d'accord? Il y a tous les systèmes que vous allez utiliser, et on va pouvoir le combiner à la spécificité de la chimie, parce qu'en prenant un type de polymère par rapport à un autre, on pourra en plus avoir de la dégradabilité, de la fonctionnalité, de la reconnaissance, qui va être spécifique. Et ça ouvre effectivement un champ qui est extrêmement vaste de possibilités en utilisant ce type de système. Alors, si on regarde plus précisément, on va dire sur la perméabilité tout d'abord ici en haut, ou fluidité. Donc schématiquement, quand on va encapsuler quelque chose dans un système de liposome, en général, je dis bien en général, on aura une perméabilité qui pourra être assez importante, ça va dépendre bien sûr de ce qu'on va encapsuler. Dans les polymersomes, on aura une perméabilité qui sera plus faible, parce que la barrière en fait, à traverser sera plus épaisse, sera plus importante. En termes de mobilité, on a une mobilité qui est plus importante ici, qui est moins importante dans le cas des vésicules à base de polymères, parce que les molécules sont grosses et vont nécessiter plus de temps pour bouger. Une autre caractéristique importante, c'est la stabilité chimique, au-delà des propriétés physiques un peu générales. Si on regarde ici la structure d'un lipide classique, qu'on appelle la phosphatidylcholine, qui est un des lipides les plus importants, eh bien, on va avoir une sensibilité chimique à deux choses. Ici, la dégradation par hydrolyse. On a une liaison ester qui est une liaison chimiquement fragile, qui peut se dégrader par l'action de l'eau, en particulier quand on est dans des conditions qui vont être plus acides. Et puis on a ici une double liaison, ce qu'on appelle une insaturation le long de la chaîne, qui va être sensible à l'oxydation. Et en fait, ces deux phénomènes peuvent intervenir au niveau biologique, et d'ailleurs interviennent au niveau biologique pour recycler, dégrader, modifier les propriétés des membranes, mais peuvent aussi intervenir finalement dans votre bécher ou quand vous allez formuler votre système. Et ça peut être non contrôlé et finalement non souhaité. Les polymères peuvent avoir une meilleure stabilité.
D'accord? À nouveau, en choisissant les bons ingrédients. Et puis l'autre caractéristique, c'est une grande diversité. On a peu de diversité chimique, effectivement, dans ces systèmes lipidiques. On a une grande diversité chimique possible en utilisant des polymères qu'on va faire à façon et qu'on va designer à façon. Donc tout ça, ça veut dire qu'on a une modularité de propriétés. On peut faire un petit peu ce qu'on veut. Et aujourd'hui, on a une maîtrise à la fois chimique et physique, effectivement, qui nous permet de faire un petit peu ce qu'on veut. Mais finalement, ce n'est pas l'un contre l'autre. Et je ne veux pas vous donner l'impression que c'est les lipides contre les polymères ou les liposomes contre les polymersomes. C'est effectivement bien les deux ensemble. Et en fait, on a besoin des deux ensemble. Et c'est ce qu'on a essayé de décrire dans cet article. Alors, il y a beaucoup d'auteurs, parce que justement, il y a des gens qui avaient des visions et des perspectives différentes, des lipidistes et des polyméristes, typiquement. Et finalement, la conclusion de cet article et de cette réflexion, c'est qu'on a besoin des deux. Et qu'il n'y a pas un qui fait mieux que l'autre, mais tout le monde est important et ils font des choses différentes. Ça dépend juste de ce qu'on veut faire. D'accord? Et si on veut des systèmes qui se dégradent très vite, qui sont très perméables, on va choisir l'un. Si on a des systèmes beaucoup plus stables, on va choisir l'autre en fonction de ce qu'on a envie de faire. Alors, pour illustrer le message sur la perméabilité et la libération de ce qu'on peut encapsuler, qui est finalement la propriété la plus simple à illustrer, il y a un certain nombre d'articles qui illustrent ça. Il y a un article ici assez récent qui montre, alors c'est pas très clair sur ce schéma, mais je l'ai pris directement de l'article, j'en suis désolé, mais qui montre les LS, en fait, ce sont les liposomes, les PS sont les polymersomes, les liposomes sont les lignes noires et les polymersomes sont les lignes grises. Et ce qu'on voit, c'est que les lignes noires sont toujours au-dessus que les lignes grises, que l'on a principalement ici. C'est pour certains types d'espèces qu'on va encapsuler, pas pour tout le monde. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cinétiques de libération, qui sont principalement la pente ici en premier ordre, eh bien, sont plus lentes dans les systèmes à base de polymères par rapport aux systèmes lipidiques, en général, à nouveau. Et ça dépend de la charge ou de la neutralité de ce qu'on va vouloir encapsuler à travers cette membrane. Donc ce n'est pas une propriété aussi générale, mais c'est généralement la tendance que l'on va voir. Donc tout cela est bien et tout cela est très utile. Et d'ailleurs, je vous illustrerai, ou je ferai un focus un peu plus important, pas dans le prochain cours, mais dans celui d'après, sur l'utilisation justement de cette libération dans des systèmes à base de vésicules au niveau des applications médicales. Et ça sera donc pas le prochain cours de la semaine prochaine, mais dans 3 semaines, en fait. Pour le cours, on verra justement l'application de ces systèmes-là en vectorisation d'actifs. Maintenant, ce que je voudrais illustrer, c'est dans ces structures de vésicules, c'est comment est-ce qu'on peut encore mieux contrôler, en fait, cette libération et cette diffusion. Eh bien, on peut le faire en passant d'un compartiment à plusieurs compartiments. Ici, on a une membrane qui va contenir un milieu aqueux séparé par une interface, donc par une membrane. Et bien, une façon de le faire, c'est d'en mettre deux. C'est de mettre deux couches pour avoir deux interfaces. Et ça, parmi les premiers travaux, on va retrouver les travaux de Zalazinski, qui a développé ces travaux à UCSB, à Santa Barbara. Et ce que vous voyez ici, c'est une image de microscopie électronique, où on voit des petites vésicules encapsulées dans une plus grande vésicule. Donc là, on est sur une dimension qui est plusieurs dizaines de micromètres. Donc là, on a une grosse vésicule qui contient plein de petites vésicules. Et l'intérêt de faire ça, c'est que maintenant, si on encapsule quelque chose dans la petite vésicule, eh bien, elle va passer de l'intérieur de la petite à l'extérieur, mais qui est maintenant l'intérieur de la grosse. Et pour pouvoir l'avoir à l'extérieur, il va falloir diffuser à travers la deuxième membrane pour pouvoir sortir finalement de ce système. Et donc, ce qui a pu être montré sur cette courbe de cinétique que vous avez ici, c'est la quantité ou le pourcentage qui est libéré d'un actif modèle avec une échelle de temps. Alors la courbe est un peu particulière, c'est une échelle de temps en log. Et ce que vous voyez ici, c'est la libération à travers les liposomes. Et ici, la libération à travers ce qu'il a appelé les vésosomes, qui sont en fait des vésicules dans une vésicule, une sorte de poupée russe. Et ce que vous voyez, c'est que typiquement, si on regarde à la quantité libérée à 20%, donc on libère 20% dans le cas des liposomes avec un temps qui est à peu près de 3 heures, alors qu'on est à 24 heures lorsqu'on a des systèmes de vésosomes. Donc on a des barrières de diffusion supplémentaires et du coup un ralentissement de la cinétique de libération. Ce qui est assez intuitif. Mais la difficulté, c'est de réaliser le système, c'est de développer en fait ce système de vésicule dans une vésicule. Alors ça, on peut le voir, et on peut le faire aussi avec des vésicules à base de polymères. C'est des choses qu'on a développées au laboratoire. Donc on fait ce qu'on appelle des polymersomes dans des polymersomes. Et si on vient encapsuler
et regarder la cinétique de libération d'un actif anticancéreux ici qui est la doxorubicine, et ce qu'on peut voir dans un système de libération, on va dire, standard, la drogue libre est libérée avec une certaine vitesse. Si on encapsule maintenant cette drogue dans une vésicule, une petite vésicule nanométrique, on va avoir une cinétique de libération qui va être ralentie. Et maintenant, si cette petite vésicule, on la met dans une grosse, eh bien, on va voir qu'on va à nouveau diminuer la cinétique de libération. Parce que, à nouveau, pour s'échapper de l'intérieur de la petite vésicule, eh bien, l'actif thérapeutique passe d'abord de la petite dans la grosse et de la grosse à l'extérieur. D'accord ? Tout simplement. Et si on plotte, on va dire, les représentations cinétiques, on voit qu'on a un temps caractéristique qui est 2 fois ralenti dans le cas de polymersome dans polymersome par rapport au polymersome seul, tout simplement qui illustre le fait qu'on a 2 barrières de diffusion à franchir. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut avoir un contrôle finalement très fin sur la vitesse à laquelle on va vouloir libérer un actif et éventuellement avoir ici une protection particulière qui va être apportée par cette coque en verte, qui chimiquement va être différente des petites nanoparticules ici qu'on a en rouge, et avoir comme ça un système qu'on va pouvoir ingénierer pour être stable dans une condition physiologique, se dégrader dans une autre condition physiologique, et pour libérer ces petites nanoparticules qu'on a à l'intérieur. D'accord ? Avec à nouveau un contrôle de la non-libération, parce que ce qu'on veut souvent, c'est contrôler quand et où l'actif thérapeutique va être libéré. D'accord ? Donc ça ouvre effectivement un champ de possibilités qui est assez infini. Et donc, progressivement, on a pu voir dans les développements technologiques et dans la littérature eh bien, un passage de structure de vésicule où on a un seul compartiment, donc tous ceux que j'ai représentés tout à l'heure, et je rajouterai ici le coacerva qui est une séparation de phase liquide-liquide, dont je vais reparler un petit peu après et dont Nicolas parlera plus en détail, à des systèmes compartimentés ou multicompartimentés où on va mettre ces objets dans un autre objet. Éventuellement mettre plusieurs de ces objets dans un même objet. D'accord ? Et donc progressivement, on a pu aller vers des systèmes de plus en plus complexes de ce type-là. Et c'est des choses à nouveau sur lesquelles on a pu travailler. Il y a plein d'autres acteurs dans le monde qui sont intéressés à cela. Et donc c'est des systèmes multicompartiments, qu'on appelle multicompartiments. Donc on peut voir ça un peu comme des poupées russes. On va trouver ici, par exemple, c'est des choses qu'on a développées il y a une douzaine d'années, on a encapsulé donc, des vésicules polymères en rouge, des petites, dans une vésicule polymère en vert, donc avec un marquage fluorescent vert qui sont plus grosses. Donc à nouveau, ça, l'intérêt, c'était pour contrôler les barrières de diffusion. On peut éventuellement encapsuler des liposomes dans des polymersomes, ou l'inverse. C'est ce qu'on appelle donc, des liposomes in polymersomes. Et éventuellement, on peut en encapsuler pas un seul type de liposome, mais 2 types différents. C'est ce qui est illustré ici. Parce que vous voyez qu'on va retrouver dans le même objet des vésicules marquées en rouge et des vésicules marquées en verte dans un plus gros compartiment ici qui n'est pas marqué en fluorescence. Donc on peut mettre comme ça plusieurs compartiments. On peut contrôler comment ce qu'on a encapsulé à l'intérieur va être libéré. Et ça ouvre effectivement un certain nombre de possibilités. On le révoquera pour faire finalement de la chimie et pour aller mimer un petit peu ce qui se passe dans une cellule. J'en reparlerai un petit peu après. Et puis, on peut même, c'est des choses plus récentes qu'on a pu développer ici, où on a pu encapsuler donc, dans une même vésicule, à la fois, alors on voit très mal ici sur l'illustration, c'est par là qu'il faut regarder, donc c'est par là où ça se passe, mais j'avoue qu'on ne voit rien. On va regarder sur le schéma. On peut encapsuler des vésicules avec des chaînes polymères qui sont capables de former donc, des coacervas, donc des séparations de phase liquide-liquide induites par la température. Et ça, on peut le faire de façon dynamique, en chauffant ou refroidissant le système. Donc on a 2 types à nouveau de compartiments différents qu'on peut encapsuler dans un même type de compartiment. Donc vous allez me dire, ok, c'est super, c'est joli, ça ne sert pas à grand-chose, mais vous allez voir à quoi ça peut servir dans quelques temps. Ce qui est important, je l'ai évoqué, c'est comment on le fait. Alors comment on le fait, j'en parlerai un petit peu après, mais ce qui est important, c'est qu'on contrôle ce qu'on met dedans. Et on contrôle ce qu'on met dedans, non pas seulement ici en se disant, bon ok, j'ai du rouge et du vert, c'est super, mais je peux contrôler combien de rouge et combien de vert je mets à l'intérieur, de façon très, très précise. Et le procédé pour le faire, un des procédés pour le faire, c'est un procédé qu'on appelle un procédé d'émulsion-centrifugation. Alors, il y a plusieurs terminologies pour l'appeler, mais en gros, on va faire une émulsion ici d'eau dans l'huile, stabilisée par un polymère ou un lipide. On crée ici une interface huile-eau, interface stabilisée par une bicouche.
on vient centrifuger cette goutte à travers l'interface, et à la fin, on obtient une vésicule qui contient un compartiment à queue dans l'eau. Maintenant, pendant ce procédé, eh bien, si je viens mettre ici des objets, des vésicules, mais aussi autre chose, je peux mettre des polymères, je peux mettre un petit peu tout ce que je veux, je vais les retrouver à l'interface, je vais les retrouver ici à l'intérieur de ma vésicule, et je vais avoir quelque chose qui va ressembler à ma vésicule dans vésicule, que j'ai représenté précédemment. Donc on peut mettre effectivement un peu tout ce qu'on veut, et un peu tout ce qu'on veut à la concentration à laquelle on veut. Et ça, c'est important pour la suite de ce que je vais vous présenter. Et pour pouvoir le démontrer, eh bien, ce qu'on a réalisé, c'est qu'on est venu encapsuler à l'intérieur ici, non pas une seule vésicule en rouge, ou 2 vésicules en vert, mais 3 vésicules, avec un mélange de rouge, de bleu et de vert, qui est tel que si on est exactement à la bonne concentration en bleu, en rouge, en vert, on peut balayer tout le spectre de couleurs, et surtout si on est exactement à la bonne concentration ici, on peut avoir du blanc. D'accord ? Et c'est un point très précis, en fait, dans ce diagramme de couleurs ici, que l'on a. Donc c'est l'RGB. Donc ça, c'est ce qu'on a en cuvette. Quand on fait ce mélange de vésicules, avant de les mettre dans la grosse vésicule. On voit bien qu'en illuminant les différentes vésicules, on a des vésicules vertes, des bleues et des rouges, et si on les met à la bonne concentration, ici, au niveau spectro, c'est blanc. D'accord ? On a bien une lumière blanche. Maintenant, si j'encapsule ça dans une vésicule et que je regarde avec un microscope de fluorescence confocal, eh bien, ce que l'on va voir, c'est qu'on va retrouver sur les différents canaux d'imagerie du bleu, du rouge et du vert, on les a ensemble. C'est pas blanc. C'est pas blanc parce que là, je suis en train de regarder une couche fine dans mon objet. Maintenant, si je dézoome pour regarder le volume entier dans mon objet, eh bien, vous voyez qu'il y a bien du blanc. Donc ça veut dire qu'on a bien, effectivement, un contrôle de la concentration précise de ce qu'on va mettre dans ces vésicules. Et ça ouvre effectivement un champ important pour aller eh bien, contrôler ce qu'on met dedans et contrôler ce qu'on met dedans pour aller contrôler eh bien, finalement, une réaction chimique finalement, qui peut se produire où on va moduler les concentrations des différents actifs qu'on va pouvoir utiliser. Alors je l'évoquais, c'est une technique qui peut être utilisée. Il y a plein d'autres techniques qui nous permettent de formuler ces vésicules et de formuler ces vésicules compartimentées. D'accord ? Il y a énormément de développements qui ont pu être développés. On a fait une petite vidéo en fait, que vous pouvez retrouver sur le site web du labo où on explique finalement ce qu'on peut faire et ce qu'on peut ne pas faire aussi avec ces différentes méthodologies. Donc il y a plusieurs technologies basées sur l'hydratation de film, éventuellement assistée par champ électrique, ce qu'on appelle l'électroformation. Donc on fait un film qu'on vient hydrater et on va en faire une vésicule. On peut faire cette émulsion centrifugation que je développais, on peut faire une double émulsion aussi en microfluidique. Et là, la microfluidique, c'est effectivement quelque chose qui s'est extrêmement développé ces 20 dernières années, où on peut avoir des géométries assez diverses que l'on va pouvoir utiliser. On va pouvoir maintenant faire cette double émulsion dans des canaux et produire des grandes quantités de ces objets, y compris des objets complexes, avec toujours une difficulté qui reste de débouillage et d'élimination complète, on va dire, de l'huile. Mais il y a énormément de travaux, en particulier par Dave Weitz à Harvard, qui a contribué à ces développements-là. Et vous voyez qu'ici, on peut former comme ça plein de gouttes en quantité très importante et avec un débit qui est continu. Donc ça, à nouveau, au niveau technologique, ça ouvre beaucoup d'opportunités pour faire ces objets, y compris complexes, sur des quantités importantes, pour pouvoir les utiliser derrière. J'y passerai pas plus de temps. Alors maintenant, ces systèmes compartimentés, j'ai commencé à en discuter un petit peu. On va les former, les formuler avec une plus grande complexité. Et l'ambition que l'on peut avoir, que l'on peut se donner, c'est que, quelque part, on est capable, petit à petit, d'essayer de mimer de plus en plus proche la structure d'une cellule. D'accord ? Et si on regarde, alors, comment y aller, c'est à la fois en prenant différents composants, donc des composants lipidiques, des composants polymères, de copolymères à blocs, différents types d'autres composants, des protéines, et puis en jouant aussi sur le procédé. Donc on a besoin de procédés complexes pour pouvoir maîtriser cette formation et cette formulation. Et éventuellement, ultimement, eh bien, on peut être capable de mimer cette structure compartimentée cellulaire et soit de mieux la comprendre, soit d'utiliser finalement certaines de ses caractéristiques à des fins biologiques ou à d'autres fins, d'ailleurs, de réacteurs biotechnologiques. On peut faire beaucoup de choses en fait, dans ces systèmes-là. Donc pourquoi s'intéresser à la cellule ? Et pourquoi essayer de mimer en fait, cet objet cellulaire ? On peut se poser la question.
Et la question, si on se place d'un point de vue finalement du chimiste que je suis, eh bien, si on regarde la cellule c'est un bioréacteur qui est assez incroyable. La cellule fait des réactions chimiques, biochimiques, en permanence et de façon parfaitement contrôlée dans le temps et dans l'espace. Et ça, c'est effectivement du coup un objet biochimique qui est assez incroyable. Alors la cellule, elle ne fait pas que ça. La cellule, elle fait plein de choses. Elle sait se répliquer, elle sait se diviser. Donc ça, c'est le principe de la vie. Hein. Elle transporte de la matière, de l'intérieur vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. Elle bouge, elle migre, elle génère sa propre énergie, elle métabolise ou elle catabolise, donc elle crée et elle recycle. Et puis elle induit de la signalisation et elle fait beaucoup de choses. Et si on regarde juste d'un point de vue de la physique cette fois-ci, j'aime bien cette phrase de Feynman qui décrit finalement que ce que je ne peux pas créer, je ne peux pas le comprendre, et ça veut dire par là qu'être aussi capable de recréer ces structures complexes eh bien, permet aussi de mieux comprendre leur fonctionnement. Et donc ça, c'est des visions croisées effectivement que l'on peut apporter à cette approche. Maintenant, si on regarde effectivement sur cette petite illustration schématique, un procédé ici qu'on appelle l'endocytose, c'est une internalisation cellulaire qui va se produire quand on va encapsuler des nanoparticules, ou bien que les cellules utilisent pour venir recycler des débris protéiques. Vous avez vu ici qu'on rentre dans un compartiment, il y a une fusion avec un deuxième compartiment, qu'on appelle les lysosomes. Quand cette fusion apparaît, on a un abaissement du pH, une activation enzymatique qui va venir dégrader ce qui a été encapsulé. En particulier, ce sont des débris protéiques, et qui va finalement réutiliser ces débris, qui sont des aminoacides, dans le métabolisme de la cellule. Donc ça, c'est un exemple de réaction chimique qui est capable de faire une cellule, en même temps qu'elle fait plein d'autres choses. D'accord ? Dans tous ces différents compartiments que l'on peut voir ici. Et donc l'idée ou la motivation, c'est d'essayer de mimer, de répliquer ces phénomènes-là, pour faire de la chimie à nouveau, pour créer de la chimie. Et donc là, il y a beaucoup d'enjeux, il y a énormément d'enjeux. Un certain nombre sont listés ici, mais il y en a beaucoup plus que ça dans la réalité. Un des enjeux, c'est de compartimenter, j'ai montré quelques illustrations, de contrôler ce qui passe à travers la membrane, de façon sélective éventuellement, de contrôler le mélange des réactifs si on veut faire une réaction chimique, et de le contrôler dans le temps, dans l'espace, et bien sûr à la bonne concentration, d'accord, puisque ce sont les trois éléments importants dans une réaction. Contrôler la diffusion des espèces, des réactifs et des produits, donc la diffusion de l'intérieur vers l'extérieur et réciproquement. Éventuellement, contrôler la communication extracellulaire, contrôler la mobilité, si on veut que ces systèmes-là bougent et soient capables d'aller là où on souhaite aller. Et donc, il y a énormément d'acteurs dans le monde qui travaillent sur ces problématiques de recherche. Il y en a beaucoup en Europe, et il y en a beaucoup en France, en particulier, qui s'intéressent à ces problématiques complexes. Et il y en a un certain nombre à base de polymères, et il y en a à base d'autres éléments. Je vous ai illustré ici un certain nombre d'acteurs, mais uniquement sur ceux qui utilisent des polymères. Et donc on s'est intéressé à ça aussi au sein de notre équipe à Bordeaux, et on est allé progressivement vers des systèmes où on va juste compartimenter. Donc on met des vésicules dans des vésicules, en gros. Voilà, on met de la fluorescence, ça ne sert pas à grand-chose, mais on crée le système. Et puis progressivement, on est allé vers commencer à induire des réactions biochimiques, et éventuellement, et j'en parlerai plutôt la prochaine fois, à l'induire, mais de façon dynamique et de façon réversible, parce que c'est un des éléments clés du vivant, mais ça on l'illustrera un petit peu dans la suite. Donc pour vous illustrer un principe de réaction, ça c'est quelque chose qu'on a fait en collaboration avec un groupe pionnier dans ce domaine-là, en Hollande, à Nijmegen à l'époque, mais maintenant à Eindhoven, avec Jan van Est. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a pu faire une réaction enzymatique, ce qu'on appelle en cascade, c'est-à-dire qu'on a une première enzyme qui va réagir, une réaction qui est ici, un premier composé donc, qui va réagir avec cette première enzyme pour créer ce second composé, puis réagir avec une deuxième enzyme et une troisième enzyme pour créer à la fin de la manip un produit fluorescent. Donc on part de là en gros, et après, si ces trois réactions ont lieu, eh bien, on va créer ce produit fluorescent qu'on va être capable de voir, de visualiser. C'est tout simplement ici ce qu'on appelle le readout. Et ces enzymes, en fait, ont été encapsulées dans différents sous-compartiments qui ont été introduits dans un plus grand compartiment. Donc on en a une dans le cytosol, ici, et deux qui sont dans ces vésicules, ici, intracellulaires. Pourquoi les séparer? C'est parce que certaines de ces enzymes, en particulier cette enzyme, eh bien, va pouvoir dégrader les autres enzymes. Donc on a besoin quelque part de l'isoler pour la protéger, pour protéger finalement les autres enzymes, sinon on aurait une dégradation et finalement la réaction ne pourrait pas avoir lieu.
Donc, qu'est-ce qui se passe si on enlève une des enzymes? Vous voyez que si on enlève, donc c'est une réaction vraiment en cascade, c'est-à-dire qu'on a besoin de ces 3 enzymes pour avoir le produit final. Si on enlève une de ces enzymes, vous voyez qu'il n'y a pas de fluorescence, où on est dans le bruit de fond. Et si on a bien tout le monde en même temps, eh bien ce qu'on voit, c'est qu'on a une augmentation de fluorescence avec le temps. Donc ça, c'est sans se mettre dans un compartiment, c'est juste en se mettant dans un bécher, dans une cellule spectroscopique pour mesurer la fluo. Et puis si on met tout ça maintenant dans une vésicule géante, eh bien on peut suivre au cours du temps l'augmentation de fluorescence. On voit qu'au départ, on n'a pas de fluorescence, et puis on voit que cette fluorescence augmente progressivement au cours du temps. Donc ça, c'est une coupe de la fluorescence au sein de la vésicule. Et on peut moyenner sur plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de vésicules cette augmentation de fluorescence pour décrire une cinétique de ce type-là. Donc ça montre bien, effectivement, qu'on est capable de faire une réaction chimique ou biochimique dans un réacteur qui va mimer, séparer les espèces réactives de façon contrôlée. À nouveau, cette réaction ne sert à rien pour l'instant, elle sert juste à créer de la fluorescence, mais à démontrer effectivement qu'on est capable de produire ce genre de phénomène. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Compartimenter, comment est-ce qu'on peut utiliser cette compartimentation? Je vais vous montrer quelques exemples, et en fait, il y en a beaucoup plus que j'aurais pu vous illustrer ou vous montrer, mais je vais vous en montrer 2 qui sont finalement avec des approches très différentes. Une première approche ici, développée par le groupe de Jean-Christophe Leroux à l'ETH à Zurich, au département de pharmacie. C'est une approche qui est utilisée pour le traitement du syndrome de l'odeur de poisson. Alors ce syndrome, c'est un syndrome qui est assez terrible en fait, qui résulte de la production de la triméthylamine, donc la TMA, qui est un métabolite qui va se manifester souvent chez les patients qui souffrent en fait d'une déficience d'une certaine enzyme. Et ça, c'est un trouble génétique qui se caractérise par une odeur forte de poisson, puisque cette triméthylamine a effectivement cette odeur très forte. L'idée ici, c'est d'utiliser ce réacteur de vésicule avec un contrôle de la perméabilité. Et ce contrôle de la perméabilité, il est créé en acidifiant l'intérieur de cette vésicule par rapport à l'extérieur. Donc il est venu tout simplement acidifier cette vésicule de telle sorte à ce que le métabolite qui est créé, donc le TMA, qui est sous forme NH2, eh bien, va pouvoir diffuser à travers la membrane, mais une fois protoné ici, eh bien, ne va plus pouvoir ressortir. Parce qu'il y a une ingénierie de la membrane de telle sorte à ce que cette membrane soit perméable aux espèces non protonées, mais lorsque l'espèce va être protonée, eh bien, cette perméabilité va être fortement diminuée. Alors, ce n'est jamais 100% on-off, mais en tout cas, la perméabilité va être fortement diminuée. Donc là, il y a tout un travail qui a été fait pour trouver les bonnes caractéristiques, les bons polymères pour avoir ces propriétés de sélectivité de diffusion à travers la membrane. Et ça a été utilisé donc, avec une formulation de ces polymérsomes dans un gel déposé à la surface de la peau et testé donc avec vraiment un test qui est en double aveugle ou double blind pour tester l'efficacité du système qui a montré effectivement une très grande efficacité. Donc ça, c'est une utilisation potentielle d'une technologie alors, qui est très simple ici, il n'y a pas un compartiment compliqué dans lequel on fait des réactions enzymatiques complexes, mais qui permet de contrôler, d'utiliser ce contrôle de la diffusion sélective à travers une membrane pour réaliser quelque chose d'utile, ici dans une problématique pour laquelle il n'y a pas de solution. D'accord, aujourd'hui, il n'existe rien, il n'y a aucune solution en fait, pour traiter ce problème. Il y a un autre problème qui a été traité, qui a été utilisé donc, par le même groupe, en fait, avec une approche qui est assez similaire, donc avec un contrôle de diffusion sélectif à travers la membrane, ici pour une pathologie qu'on appelle l'hyperammonémie. J'ai du mal à prononcer ce mot. C'est l'hyperammonémie, qui est en fait une surproduction d'ammoniac, qui résulte en fait d'un dérèglement pathologique au niveau du foie. Et en fait, la problématique, c'est quand vous avez des taux d'ammoniac qui sont trop importants au niveau du sang, bien sûr, ça peut conduire à des problèmes, en particulier une encéphalopathie et éventuellement à la mort. Donc ça, c'est effectivement une autre pathologie problématique. Et ce qui a été réalisé ici, c'est une approche assez similaire, où finalement, ici, l'ammoniac va pouvoir passer à travers la membrane, être protoné par le milieu qui est plus acide à l'intérieur, ne pas sortir. Éventuellement, ce qu'ils ont pu développer, c'est un système en mettant à l'intérieur
une molécule qui va être capable de devenir fluorescente lorsque l'ammoniac va pouvoir rentrer. Et ça permet de développer un outil de diagnostic et pas uniquement un outil de thérapie. Donc pour pouvoir diagnostiquer en fait, cette pathologie qui est complexe aussi à diagnostiquer. Et cette approche ici a été traitée effectivement, y compris sur animal, sur le rat, sans toutefois malheureusement, donc il y a eu des développements qui ont montré in vitro que ça marchait très bien, et in vivo, les traitements ont montré que ça marchait effectivement un peu moins bien. Mais c'est des choses qui sont toujours en développement et qui sont des développements qui sont relativement récents pour ce genre de traitement. Mais vous voyez ici, finalement, ce qui est intéressant dans cette approche, c'est qu'on passe d'une idée où on va venir contrôler ce qui sort pour contrôler des propriétés de délivrance et de vectorisation, à plutôt une approche où on va être dans la dépollution. Parce qu'effectivement, si on a des surproductions de certains métabolites, eh bien, on a aussi des dérèglements biologiques qui peuvent être induits par ça. Et là, on a des objets qui sont capables de venir imprégner finalement, et retirer d'une circulation certains métabolites pathologiques, comme on a pu le voir ici. Alors, il y a une autre approche qui est à nouveau une approche assez récente, mais qui est extrêmement intéressante. C'est d'utiliser en fait ces vésicules, à nouveau ces vésicules polymères, avec ces polymères particuliers qui sont ici, qui vont contenir à l'intérieur eh bien, une enzyme particulière qu'on appelle la lactoperoxydase. Et en fait, cette enzyme eh bien, va être encapsulée dans cette vésicule polymère. Cette vésicule polymère, vous voyez qu'elle est fonctionnalisée éventuellement en surface avec des peptides qui vont permettre de rentrer en fait, dans une cellule. Ces vésicules, elles sont petites, elles sont de l'ordre de 100 nanomètres et représentent finalement, non pas la cellule ici, mais une organelle intracellulaire. Donc ce qu'on va retrouver, ce qui fait les réactions en fait, dans une cellule. Et puis, ce qui a été inséré aussi à la membrane que vous avez ici, donc dans la membrane, c'est un pore, donc, formé à partir de mélitine, qui va être capable de laisser diffuser les différentes espèces réactives. Et ce que fait en fait ce système-là, ce que fait cette enzyme, eh bien, c'est qu'elle est capable de venir consommer l'H2O2, donc qui induit en fait des réponses oxydantes et un stress oxydant au niveau cellulaire qu'il faut réguler, donc il faut abaisser ce niveau d'H2O2. Et en venant donc, quelque part métaboliser par cette enzyme l'H2O2 qui est présent dans une cellule, eh bien, on peut avoir une régulation de ce stress oxydant. Et ce qu'ils ont pu démontrer, alors l'étude est assez longue, mais résumée sur beaucoup plus de schémas, mais sur ce schéma que vous avez ici, c'est que finalement on peut mesurer un niveau de fluorescence ou un niveau de marquage en fait, de ce stress oxydant au niveau cellulaire, en rajoutant des concentrations différentes en H2O2. Et ce qu'on peut voir en particulier ici, eh bien, c'est que si on a cette organelle qui est capable de rentrer dans la cellule et d'être fonctionnelle dans la cellule, eh bien, cette organelle intracellulaire va être capable de consommer l'H2O2 produit dans la cellule et de réguler le niveau de stress oxydant qu'on a dans cette cellule. Et donc là, vous voyez qu'on a une action, cette fois-ci, biologique, enzymatique, qui permet de contrôler une dérégulation physiologique, non pas uniquement donc, à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de la cellule. Donc ça peut être effectivement une approche très intéressante pour aller contrôler des dérégulations physiologiques et des dérégulations cellulaires. Alors ça, c'est un objet qu'on vient comme ça mettre et qu'on vient insérer. Ce qui est intéressant, et c'est quelque part un petit peu la projection de choses qu'on discutera la semaine prochaine, eh bien, c'est d'aller vers des systèmes qui sont de plus en plus complexes, qui vont être capables, où on va être capable de construire en intégrant des composés différents, donc c'est ce qu'on appelle des systèmes multicomposants, des polymères, des lipides, des enzymes par exemple, dans un même système, donc dans différents compartiments, donc c'est des systèmes multicompartimentés et dynamiques, parce qu'effectivement le vivant est dynamique, le vivant bouge, on ne met pas juste des sacs dans des sacs, d'accord, qui sont figés et qui ne bougent plus, mais il faut être capable d'interagir avec le milieu extérieur, de déclencher une réaction quand on a besoin de déclencher cette réaction, et l'objectif long terme étant d'utiliser ce genre de système pour monitorer, censer, détecter une dérégulation et venir la corriger, mais uniquement quand on en a besoin. Et c'est cette projection-là qu'on discutera la semaine prochaine.
je vous ai mis cet article-là, c'est quelque chose qui a été discuté dans une série d'articles publiés dans ce merveilleux journal pour lequel je suis éditeur en chef, je suis un peu plus au passage, mais qui décrit en fait cette approche phénoménologique. Donc je vais arrêter là pour aujourd'hui, pour laisser un peu de place à mes éminents collègues qui vont intervenir un petit peu après. Ce que j'ai voulu vous présenter aujourd'hui, c'est effectivement le passage de systèmes compartimentés, mais avec un compartiment, à des systèmes qui ont plusieurs compartiments. Ces systèmes à un compartiment qu'on sait créer, qu'on sait réaliser depuis une cinquantaine d'années, présentent beaucoup d'intérêt. Beaucoup d'intérêt en particulier dans l'encapsulation et la libération d'actifs. C'est les premières utilisations qu'on a pu en faire. On va retrouver ces vésicules avec différents noms que j'ai évoqués. Je vous ai illustré le cas spécial des polymersomes, qui est finalement qui représente finalement une classe de vésicules un petit peu plus récente et qui ouvre un champ de possibilités assez infini, parce qu'on peut combiner à la fois des propriétés physiques générales et puis des propriétés chimiques spécifiques pour avoir finalement un peu les propriétés à façon que l'on peut avoir et qu'on peut souhaiter. On a ensuite discuté un peu des systèmes compartimentés et multicompartimentés, avec un premier intérêt au niveau de la vectorisation d'actifs, puisqu'on peut tout simplement venir protéger avec différentes barrières de diffusion ce qu'on a encapsulé. Et ça permet d'avoir un contrôle fin sur les conditions de libération et les vitesses de libération de systèmes qu'on peut utiliser. Et puis ces systèmes-là peuvent servir aussi comme des modèles pour construire des cellules artificielles ou des protocellules qui permettent à la fois d'apporter de la compréhension physico-chimique, physique, chimique, mais aussi qui permettent de développer des devices, de développer des systèmes qu'on va pouvoir utiliser éventuellement dans une perspective pharmacologique. Ces systèmes multicompartiments et multicomposants, j'espère que je vous ai motivé sur leur intérêt. On ne peut pas tout faire avec un seul système, on ne peut pas tout faire avec un seul composant, on a besoin de tout le monde, et c'est pour ça qu'une cellule est aussi complexe. On n'a pas que des lipides, on n'a pas que des polymères ou des protéines, on a des glycanes, on a des protéines, on a des lipides, on a tout ça ensemble qui travaille de façon concertée. Et on a besoin de tout le monde. Et puis, ces modèles de compréhension, en fait, ces systèmes-là peuvent servir de modèles de compréhension pour comprendre des problématiques biologiques complexes. Et il y a beaucoup de problèmes biologiques complexes dont on a besoin pour lesquels on a besoin de développer des systèmes simplifiés pour pouvoir comprendre leur fonctionnement physique. Et ça, on vous illustrera un certain nombre d'exemples dans la suite. Et puis finalement, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Tous ces systèmes-là qu'on veut complexes, qu'on veut multi-échelles, multi-composants, multi-compartimentés, on les veut aussi dynamiques et autonomes. Et ça, c'est vraiment une direction qui est la direction actuelle, de rendre ces systèmes autonomes, d'être capable de les faire bouger, on est capable d'induire en fait quelque chose de façon complètement contrôlée, soit par l'extérieur, mais aussi par des paramètres complètement endogènes d'un point de vue biologique ou physiologique. Et ça, c'est ce qu'on abordera à nouveau la semaine prochaine. Donc merci à vous, et bien sûr, je suis toujours prêt à répondre à toutes vos questions, vos interrogations de curiosité. Merci.